si ma fraise veut bien démarrer. Alors, on va peut-être juste se présenter. Donc moi, je suis Karine Duchâtel. Je suis l'associée fondatrice du Shaker Company avec Ludovic qui est présent. Je suis consultante, experte en projets complexes et je suis également coach individuel et d'équipe. Voilà, et je passe la parole à Carole. Donc, bonjour, je m'appelle Carole Pilet. Donc, je suis partenaire de The Shaker Company. Et moi, en fait, ma spécialité, ce sont les ressources humaines. Donc, après un parcours en entreprise de 15 ans sur des postes de ressources humaines, je mets cette expertise-là maintenant au service des clients et des partenaires. Voilà. Je suis également coach d'équipe et de collaborateurs. Donc, bonjour, je m'appelle Thomas Fondevilla, donc je suis le 3e participant. Je suis expert comptable et puis je dirige le cabinet Eureka Pluriel, qui est un cabinet présent sur la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Alors, pour vous présenter un peu notre façon de voir le monde de l'entreprise, on a côtoyé là, pendant pas mal d'années des gens qui étaient plutôt comme ça, c'est-à-dire la tête dans le guidon, surchargée de travail. Et donc, on a créé The Shaker Company pour justement créer des organisations un peu plus à la fois résilientes et enthousiasmantes, où chacun trouvait sa juste place. Donc, on ne pensait pas que la résilience devenait une compétence importante encore plus aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, on va essayer de vous parler de l'enthousiasme un petit peu ce soir. On est une société avec tout un réseau autour de nous d'experts, des consultants en coach qui donnent des formations et puis aussi des consultants qui interviennent sur des missions de conseil, chacun avec une expertise métier. Et on fait 3 choses principalement, des formations, du coaching pour développer le leadership, on accompagne des projets complexes et on apporte des outils, des méthodes sur des activités plus d'excellence opérationnelle. Alors, Eureka Pluriel, c'est un petit mot sur le cabinet d'expertise comptable dans lequel j'exerce. Donc, je dis maintenant que c'est une société de conseil aux entreprises puisque on est inscrit alors des experts comptables, mais on fait plusieurs activités autour de l'entrepreneur. Donc, notre métier de base, c'est l'expertise comptable, la fiscalité, le commissariat aux comptes. Et effectivement, on a développé depuis maintenant pas mal d'années du conseil en ressources humaines autour de la paye et puis du conseil au niveau de la direction des ressources humaines des entreprises. C'est un peu le thème d'ailleurs de ce soir. On fait également du droit des affaires, du conseil en protection sociale autour de la retraite, de la prévoyance. Et enfin, on a depuis quelques temps, alors là, on a eu un peu de chance, entre guillemets, puisqu'on a créé une activité de conseil aux entreprises en difficulté. Qui est mené par un des experts comptables du bureau qui s'appelle Christophe Caron. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est important pour nous puisque nos clients ont quelques difficultés en ce moment. Donc, c'était bien qu'on ait structuré cette offre. Aujourd'hui, on est présent sur la Nouvelle-Aquitaine puisque on est historiquement sur Bordeaux et le bassin d'Arcachon, mais maintenant on a une activité depuis une dizaine d'années sur La Rochelle et Bayonne, puisqu'aujourd'hui je suis à Bayonne dans un bureau qu'on a repris. On avait créé une activité à Biarritz et on a repris un bureau à Bayonne. Aujourd'hui je suis à Bayonne. Voilà, donc on est sur la nouvelle grande région Aquitaine. Alors, ce que le Covid a changé, vous pouvez vous en douter, c'est que ça a créé de vraies différences dans les conditions de travail, à la fois entre les différents secteurs d'activité. Effectivement, la situation n'a pas été la même entre quand on est dans l'événementiel et quand on est dans la santé. Ça a créé des différences entre entreprises, entre métiers, entre individus au sein de la même société. Et chacun l'a vécu différemment. Ça a pu ébranler son sens du travail, sa façon de gérer l'angoisse, sa façon de voir sa propre utilité, surtout quand on était pour certains en chômage partiel. Et ça a pu poser des vraies questions d'efficacité opérationnelle très concrètes quand il a fallu s'organiser rapidement. Ça a créé aussi pas mal d'autres choses. Ça a eu des impacts sur la gestion du temps
et de l'espace, puisque évidemment aujourd'hui, on n'a plus autant besoin des bureaux en présentiel. Le télétravail se généralise, donc on prend moins de temps pour le temps de transport. La frontière entre le pro et le perso est beaucoup plus floue. Ça a un vrai impact aussi sur la façon dont on gère sa relation avec les différentes parties prenantes. C'est vrai que gérer à distance ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires, c'est plus ou moins compliqué. Et ça peut changer considérablement la façon dont on délivre la chaîne de valeur de sa société. Ça a des vrais impacts sur l'organisation du travail, sur les métiers, sur la gestion des réunions, sur la gestion des temps plus informels et sur les processus de décision. Donc, on voulait ce soir vous apporter des bonnes pratiques sur comment le mettre en place de façon assez pratique. Donc, je vais donner la parole à Thomas qui va vous expliquer d'un point de vue strictement juridique comment on implémente le télétravail. Merci Karine. Oui, alors effectivement, en quelques minutes, moi je vais essayer de synthétiser le cadre juridique en matière de droit du travail, du télétravail justement, avant que Karine et Carole parlent d'enthousiasme. Donc moi je vais faire quelque chose de plus théorique et de plus pratique. Aujourd'hui, on a pas mal de clients évidemment qui s'interrogent sur la mise en place du télétravail sur un plan structurel dans leur entreprise, après un petit peu l'avoir mis de façon un petit peu conjoncturelle et un petit peu au pied du mur lors de la crise du 16 mars. Alors, le télétravail, en deux mots, il a été introduit dans le Code du travail en 2005, d'accord, effectivement, il a été également modifié succinctement par l'ordonnance Macron en 2017. Ce qui est important, moi je pense, c'est de bien revenir sur la définition du télétravail et on va voir les impacts ensuite sur le cadre, justement, le cadre en matière de droit du travail. Alors, le télétravail, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout simplement une forme d'organisation du travail, mais qui concerne un travail qui aurait pu être réalisé, en fait, dans l'entreprise par un salarié, de façon volontaire, c'est important cette notion de volontaire entre l'employeur et le salarié, et qui utilise pour cela les technologies de l'information et de la communication. Donc, ce qui est important de bien comprendre, d'abord, c'est la notion de volontaire. Alors, j'ai envie de dire, en situation normale, ce qui n'est pas tout à fait le cas, il faut que le salarié et l'employeur soient d'accord, en fait, pour mettre en place le télétravail. Alors, le salarié peut demander du télétravail à l'employeur. L'employeur peut le refuser, mais il doit motiver le refus. Et inversement, l'employeur peut demander au salarié de se mettre en télétravail. Et là, le salarié peut lui refuser, mais sans motiver cela. Donc, ça veut dire que la mise en place du télétravail pour un salarié ne doit pas être un motif de rupture du contrat de travail. D'accord ? Donc, en d'autres termes, on peut facilement, dans une période normale, mettre en place le télétravail. On va voir sous quelle forme, entre l'employeur et le salarié. Ce qu'il faut voir en ce moment, c'est que depuis le 1er septembre, où le gouvernement a publié un protocole sanitaire, le télétravail est fortement recommandé par le gouvernement, mais il n'est pas obligatoire. Ça, c'est important. Et deuxième point, effectivement, pour un petit peu revenir sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans un contexte de crise pandémique, l'employeur peut obliger un salarié à faire du télétravail. D'accord ? Donc, ça, c'est le cadre un petit peu légal et la définition du télétravail. Ce qu'on voulait voir avec vous, qu'on voulait vous présenter, c'est les questions de mise en œuvre du télétravail, puisque c'est des questions qu'on a en ce moment sur comment je fais pour mettre en œuvre le télétravail dans mon entreprise. Alors, le premier point qui est important, c'est qu'un accord simple, en fait, peut être possible pour mettre en place le télétravail entre un salarié et un employeur. C'est-à-dire qu'en fait, un accord, même oral, peut suffire pour mettre en place un télétravail entre l'employeur et le salarié. Donc, alors, un accord oral suffit, mais évidemment, on préconise quand même un accord écrit ou par mail, d'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Donc, ça peut se mettre en place de façon très simple. Mais évidemment, nous préconisons, nous, pour quand même formaliser ce télétravail, soit un accord collectif. Donc un accord collectif, vous savez, c'est un accord
entre l'employeur et les délégués du personnel, d'accord, soit une charte de télétravail. Alors, une charte de télétravail, c'est un document qui va préciser en fait l'ensemble des modalités de mise en œuvre du télétravail dans notre entreprise. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment la solution qu'on préconise nous, pour nos clients qui veulent aujourd'hui déployer le télétravail, puisque cette charte, elle doit simplement être présentée au CSE s'il y en a un, pour un avis. Et puis, elle va donc préciser les points qui sont importants pour mettre en œuvre le télétravail. Alors, les points importants sur lesquels il faut réfléchir, évidemment, quand on va mettre en place le télétravail, c'est notamment le périmètre, d'accord? Donc, sur un plan, sur la mise en œuvre, il faut d'abord effectivement réfléchir quels sont les salariés et les activités qui vont être éligibles au télétravail. On va en parler, vous allez en parler après avec Karine et Carole, mais en gros, d'abord, il faut vous interroger dans cette charte, quels sont les salariés qui sont éligibles, et cette éligibilité, elle va être liée à une autonomie. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut vous interroger sur d'abord les activités éligibles et ensuite l'autonomie dont les salariés vont devoir faire preuve pour être capables de faire du télétravail. D'accord, bien entendu. Donc l'autonomie, elle va peut-être parfois se décider par rapport à une ancienneté, par rapport à des postes de travail, par rapport à des raisons objectives d'autonomie, par rapport à un contrat de travail, CDI, les CDD, la question évidemment des stagiaires ou des contrats pro qui sont souvent écartés du télétravail. Okay, donc ça, c'est la première question sur la question qui va être éligible au télétravail. Deuxième point, et dans les autres points importants dans cette charte, il y a évidemment la question du nombre de jours de télétravail. On va voir ensuite évidemment que ça enclenche des questions quand vous faites beaucoup de jours en télétravail en termes de management. Donc combien de jours on va pouvoir autoriser aux salariés en termes de télétravail. Les questions également de ce qu'on appelle la réversion et la période d'adaptation, c'est-à-dire que quand vous décidez de mettre en œuvre du télétravail, il peut y avoir un peu une sorte de période d'essai, une période d'adaptation, qui dans cette charte de télétravail va être fixée à une certaine durée pour dire voilà, entre l'employeur et le salarié, on s'accorde sur une durée d'adaptation. Effectivement, à un moment, ça peut ne pas fonctionner, donc on arrêterait. Et également, ce qu'on appelle la réversibilité, c'est important, c'est de dire effectivement pour l'employeur ou le salarié, non, finalement, ça ne convient pas et je souhaite revenir en arrière. Comme je l'ai dit en introduction, autant le salarié peut toujours mettre fin au télétravail ou le demander sans motiver son arrêt, autant l'employeur, lui, si jamais il décide d'arrêter le télétravail, il a toujours une obligation de motiver en fait cet arrêt, est motivé souvent par les questions d'autonomie du salarié ou de non-atteinte d'objectifs en termes de travail. D'accord ? Également dans la charte, alors dans la charte, il est également inscrit le point suivant que j'avais indiqué. Ce qu'il faut bien comprendre sur le télétravail, et comme c'est précisé dans la définition, c'est que le télétravail, c'est uniquement en fait le même travail qui est fait dans un endroit différent du siège de l'entreprise. Et donc, il y a simplement cette notion géographique qui finalement est dans la définition de télétravail. Et donc, le salarié, et le télétravaillé, ou travailleur, va conserver en fait les mêmes droits et les mêmes devoirs que le salarié sur place. Alors, les mêmes droits, les mêmes devoirs, on en a un petit peu parlé, ça va concerner évidemment le fait de faire correctement son travail de la même façon qu'il le ferait sur le site. Ça peut être également, évidemment, le fait de respecter les horaires, puisque dans la charte de télétravail, les horaires ne doivent pas changer par rapport à lorsqu'il est au bureau. Et donc, il doit évidemment avoir des devoirs envers sa société. Il a également des droits, le télétravailleur, puisqu'il a les mêmes droits que s'il était sur le site. Et donc, son contrat de travail ne doit pas être modifié. On peut le faire un avenant pour préciser le télétravail, mais légalement, il n'est pas obligatoirement à modifier. Et puis, il va avoir droit à tous ces avantages sociaux. Donc, évidemment, qui vont être, par exemple, il y a toujours la question des tickets restaurants. Donc, il continue à avoir droit aux tickets restaurants. Il va avoir droit à se former. Il va avoir droit à être protégé en termes de couverture accident, bien entendu. Il va avoir droit à un entretien annuel dans lequel il pourra également être précisé, sur lequel il pourra faire un retour sur le télétravail. Et puis, ça peut être effectivement inséré dans le règlement intérieur. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que, juste pour finir, Karine, c'est que en fait, on garde les mêmes droits, les mêmes devoirs.
et que la mise en œuvre est finalement relativement simple. Voilà, pour être très, très synthétique. Il y aura peut-être des questions à la fin alors. Hein. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Merci. Carole. Alors, merci Thomas. Je vais prendre la suite sur les bonnes pratiques du télétravail. Donc, on a identifié en fait 3 bonnes pratiques qu'on va vous présenter maintenant. Alors, première bonne pratique, c'est autour de la gestion du temps de travail et la gestion de la charge de travail. Alors, comme le disait Thomas, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui change entre le fait d'être au bureau, faire son travail au bureau ou faire son travail à la maison. Et notamment, en termes de temps de travail, ce qu'il faut savoir, c'est que les horaires qui sont attendus par un collaborateur au bureau sont les mêmes que ceux qu'il fera quand il sera en télétravail. Donc, en fait, la journée de travail et la disponibilité du collaborateur sur des plages de travail, elle est la même lorsqu'il est au bureau que lorsqu'il est chez lui. Donc ça, c'est important de le préciser en fait aux collaborateurs parce que c'est pas parce que je travaille chez moi que je peux organiser mon travail en fait comme je le veux et aller et faire une pause entre 10h et midi pour faire du sport et puis au lieu de m'arrêter à 18h comme d'habitude, m'arrêter à 21h. Donc en fait, dans les bonnes pratiques, il est important de rappeler en fait toutes ces conditions en termes de temps de travail. Et là, je vous parle éventuellement d'abus qui peuvent avoir lieu, mais dans un sens, dans le sens où le collaborateur ne ferait pas ses heures. Mais il faut faire attention aussi, parce que l'employeur reste responsable de la santé de ses collaborateurs, même quand ils sont chez eux. Donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement non plus des heures de travail, de manière à se conserver une bonne santé, on va dire, psychique du collaborateur et faire en sorte qu'il puisse aussi cloisonner ou en tout cas gérer au mieux sa vie personnelle et sa vie professionnelle en même temps, dans un endroit où d'habitude, les deux ne se côtoient pas. Donc voilà, première bonne pratique, véritablement travailler sur la notion de temps de travail et de penser à parler de déconnexion ou rappeler, si vous avez une charte de déconnexion, rappeler à vos collaborateurs que la déconnexion, elle vaut aussi bien quand on est au bureau que quand on est chez soi. Voilà. En ce qui concerne la charge de travail, alors là, bien entendu, l'employeur peut attendre d'un de ses collaborateurs la même quantité et la même qualité de travail lorsqu'il est chez lui que lorsqu'il est au bureau. Donc, il est important de rappeler ça au collaborateur, de lui dire en fait ce qu'on attend de lui. Est-ce que quand il est en télétravail, il va faire des choses qui sont différentes de ce qu'il ferait au bureau? Donc, il est important de communiquer là-dessus et de vérifier aussi que votre collaborateur il a la capacité à s'organiser tout seul chez lui. Parce qu'en fait, quand on est à la maison, bien entendu, alors on peut appeler son manager pour lui demander, tiens, comment je fais, tiens, quelle priorité est-ce que je dois privilégier dans ma journée. Mais ça, c'est pas évident. Donc, en fait, il est important de vérifier que votre collaborateur est autonome et qu'il peut s'organiser tout seul de manière à ce qu'il produise, entre guillemets, la charge de travail que vous lui préconisez. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui mettent en place aussi des systèmes pour contrôler le travail qui est fait à la maison. Alors, contrôle pas forcément particulièrement le travail à la maison, mais ce sont généralement des entreprises qui ont déjà mis en place des systèmes pour évaluer la performance des collaborateurs. Et dans ce cas-là, alors effectivement, c'est une manière de gérer la charge, mais là aussi, il est important de bien communiquer sur comment on contrôle, qu'est-ce qu'on contrôle et surtout quels sont les attendus. Voilà, donc voilà pour la première bonne pratique sur gérer le temps et gérer la charge. Et la deuxième bonne pratique, c'est véritablement l'organisation du télétravail. Donc, comme vous a dit Thomas, l'entreprise en amont, elle doit se structurer sur c'est quoi le télétravail chez nous, quelles sont les modalités de mise en œuvre, alors que ce soit qui a accès, combien de temps est-ce qu'on peut travailler à la maison par semaine, etc. Donc ça, en amont, il est important d'organiser. Alors, certaines entreprises, certains d'entre vous vont être obligés de négocier
puisque vous allez dans le cadre d'une négociation avec votre CSE. Donc, il est important, avant de mettre en place, absolument, d'identifier un certain nombre de choses, donc les modalités, mais aussi, Thomas vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les critères d'accessibilité, d'éligibilité au télétravail et les critères de réversibilité. Parce qu'en termes de management, le manager, il va accepter ou pas, d'ailleurs, qu'un télétravailleur, qu'un collaborateur télétravaille. Et pour ça, il a besoin de critères très objectifs s'il veut maintenir la confiance entre lui et ses collaborateurs. Même chose sur la réversibilité. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, moi, employeur ou moi, collaborateur, je vais revenir sur le fait de faire du télétravail à la maison. Alors, l'employeur peut tout à fait le faire s'il constate un certain nombre de dérives, mais le collaborateur peut aussi lui demander la réversibilité. Donc là aussi, c'est important de préciser de manière explicite quels sont les critères qui vont permettre d'accéder ou pas, mais aussi quels sont les critères qui peuvent permettre de suspendre temporairement, suspendre définitivement un accord qui aura été donné à l'exercice du télétravail. Donc ça, c'est sur la structure en amont. Et puis après, c'est important de s'organiser. Moi, je t'interromps, Carole. Est-ce qu'il y a des… Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions déjà. Non? Ou je me trompe? Je vois passer des… Il y a une question à laquelle Thomas a répondu. D'accord. Dans le chat. Et là, il y en a juste une… Ah oui, qu'est-ce que c'est que le micro? Deux questions. Je te les mets, voilà. Oui, alors est-ce que j'y réponds maintenant ou qu'est-ce que tu en penses, Karine? Oui, je pense que c'est pas mal. Oui, alors j'ai vu une question, c'est quoi le micromanagement? Le micromanagement, c'est quand on est un peu sur le dos de son collaborateur et que alors c'est une des difficultés du télétravail, c'est certain, c'est que le manager doit avoir énormément confiance, alors confiance en son collaborateur, mais confiance aussi dans les capacités du collaborateur à s'organiser tout seul. Et quelquefois, ce qu'on voit, ce sont des managers qui sont très présents, voire trop présents, trop contrôlants auprès des collaborateurs. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut éviter de faire parce que quelque part, la mise en place du télétravail, elle se fait sur la confiance et elle va nous obliger, nous les managers, à aussi développer la polyvalence chez nos collaborateurs et en tout cas les tirer vers le haut en termes de compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, un collaborateur qui ne sait pas s'organiser tout seul, si vous le mettez en télétravail, il ne saura pas davantage s'organiser. Donc, c'est dans la préparation du télétravail, c'est important de se poser la question, de se dire de quoi mon collaborateur il a besoin pour véritablement être autonome et, j'ai envie de dire, performant aussi sur son poste, pour éviter justement ces réactions de micromanagement, de crispation, quand on va avoir l'impression, nous, en tant que manager, que le collaborateur, il n'est pas disponible, il ne fait pas le travail, ou il fait le travail moins vite. Et pour le coup, c'est ça le micromanagement. C'est quand on lâche pas prise quelque part et qu'on sache et qu'on est dans un suivi très important d'un collaborateur. Voilà, donc si je reviens sur la bonne pratique numéro 2, ce que je vous ai dit, c'est que c'est très important en amont de structurer le télétravail, alors par les chartes, par les accords, par les modalités, etc. de mise en œuvre. Mais aussi, il faut l'organiser parce que derrière, le télétravail va nous obliger à maintenir un lien dans l'équipe et un lien avec les collaborateurs parce qu'il est probable que vous ayez à gérer, vous, manager, à la fois des gens qui sont en télétravail et des gens qui sont au bureau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que on continue d'avoir une bonne communication, un bon management adapté à ce télétravail? Et là, on souhaitait vous proposer quelques bonnes pratiques, c'est-à-dire que effectivement, quand on va faire des réunions à distance, il faudra faire des réunions plus courtes parce que ce qu'on sait, c'est que notre attention derrière un écran est beaucoup moins importante que notre attention quand on est dans une assemblée. Et faire des réunions plus courtes, plus impactantes, avec des objectifs plus précis, ça, c'est vraiment une manière d'organiser le télétravail intéressante. De privilégier aussi, quand c'est possible, la communication écrite. Parce qu'en situation de télétravail, c'est important de communiquer de manière très précise et très concentrée. Effectivement, ce n'est pas la même chose quand on passe une consigne à distance que quand on passe une consigne avec son collaborateur en face.
Donc là, on privilégie les écrits et on privilégie vraiment les écrits qui sont très concis et non explicites sur le fond et sur la forme. Alors bien entendu, ce qui est important de faire, c'est quand bien même on a l'ensemble de ses collaborateurs qui est en télétravail, c'est important de privilégier aussi une journée, par exemple dans la semaine, où tout le monde sera là pour une communication, on va dire, sur le même canal pour tout le monde. Ça, c'est important. Parce que le risque, effectivement, c'est de communiquer, c'est d'oublier des gens dans la communication quand on en a à distance et qu'on en a en présentiel. Donc, ces journées où on est tous présents, bah, c'est à la fois pour, on va dire, continuer à développer ces relations informelles qu'on a jusqu'à maintenant, mais c'est aussi pour passer le même type de message à tout le monde et par le même canal. Et puis pour les entreprises qui utilisent des réseaux sociaux d'entreprise ou qui sont habituées à aller sur des outils plus modernes, en fait, des outils collaboratifs plus modernes, on vous encourage énormément à les utiliser justement pour faciliter la communication, garder le lien et la cohésion à l'intérieur de l'équipe. Sophie, il y avait d'autres questions avant? Alors, il y a juste un complément, je pense, à ce que dit Carole sur l'exacerbation des habitudes managériales et du coup, il faut peut-être lutter contre son mode de fonctionnement habituel et aller plus sur de la délégation et moins de commandes et contrôles, si je retranscris bien ce qu'a dit Grégor. Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on va vous dire enfin en tout cas c'est ce que je vais vous dire dans pas très longtemps là maintenant, mais c'est vrai que vouloir manager ses collaborateurs à distance comme on a l'habitude de le faire je vais dire en présentiel, c'est une erreur. Et alors pour répondre à ce monsieur, effectivement, ça va demander beaucoup de transformation dans nos capacités managériales. Faire confiance, déléguer, ne pas être sur le dos, personnaliser aussi son management. Alors ça va avec la slide là que je voulais vous présenter, c'est-à-dire c'est difficile de manager à distance ses collaborateurs de la même manière parce que certains sont très autonomes et donc n'ont pas forcément envie que le manager les sollicite pour savoir comment ils vont. Certains collaborateurs ont besoin de ce lien social et donc ont besoin que le manager les appelle ou prenne des nouvelles quand ils sont chez eux. Donc tout ça, effectivement, le manager il va devoir composer avec les personnalités, les profils de son équipe. Mais ça demande effectivement beaucoup de remise en question pour le manager et de nouvelles manières de faire. Plus collaborative aussi, on le disait, c'est-à-dire que on va être beaucoup plus collaboratif pour partager l'information. On peut être aussi beaucoup plus collaboratif pour partager les savoirs. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais une question, j'allais demander à mon manager. Et aujourd'hui, avec les nouveaux outils collaboratifs, les WhatsApp d'équipe, les Teams d'équipe, par exemple, le collaborateur peut aller poser une question à un collègue et ainsi développer ses compétences. Et donc, il faut avoir l'humilité en tant que manager de laisser se développer, on va dire, ces nouveaux modes de collaboration, ces nouveaux modes d'apprentissage. Et effectivement, ça demande pas mal de prise de recul. Je vois le temps qui file, donc non pas que je ne veux pas répondre aux questions, je vais terminer en fait sur la troisième bonne pratique, en fait. Bonne pratique autour de l'écoute et du dialogue. Alors ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est important que le manager individualise son management, qu'il fasse attention aussi aux signaux faibles. C'est-à-dire qu'il écoute ce qu'on n'entend pas. Moi, j'aime bien dire ça. En fait, c'est quoi les signaux faibles? Les signaux faibles, c'est tiens, je vois qu'un collaborateur ne produit pas la quantité et la qualité de travail que j'attends de lui quand il est en télétravail. Je vois, par exemple, que quand on est en interaction via la visioconférence, il n'allume pas sa caméra. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'a pas envie que je le voie? Je vois que mon collaborateur rechigne un petit peu à rentrer au bureau. C'est ça, tous ces signaux faibles. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir en fait détecter moi en tant que manager pour rester à l'écoute, vraiment ouvrir mes antennes, rester à l'écoute de mon collaborateur et toujours privilégier le dialogue, qui est peut-être moins facile quand on est loin que quand on est dans le même bureau et qu'on se voit quasiment toute la journée.
Communiquer régulièrement et de manière claire, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis ce que je vois aussi dans les entreprises aujourd'hui, c'est que quelquefois le manager et le collaborateur, alors ils peuvent se dire des choses, mais quelquefois, si moi collaborateur, je vis mal une situation de télétravail et que je n'ose pas en parler à mon manager parce que justement j'ai un petit peu de mal avec la manière dont il me manage quand je suis chez moi, eh bien, c'est bien de mettre en place aussi ce qu'on appelle une personne tiers qui peut être à l'écoute des collaborateurs, qui ne pourraient pas s'exprimer de manière très directe avec leur manager. Et ça peut passer par exemple par la DRH, si vous avez un service RH, ça peut être la DRH, la direction des ressources humaines, hein, ou ça peut être aussi, on le voit ça dans les accords de télétravail, une cellule d'écoute, un numéro vert, des choses comme ça, qui peuvent permettre aux collaborateurs de dire ce qui se passe pour lui sans forcément se mettre en porte-à-faux par rapport à son manager si ça concerne la relation entre eux. Voilà, donc on s'organise, on gère le temps et la charge, et puis aussi on maintient le dialogue et la communication avec ses collaborateurs. Et donc il y a quelques erreurs à éviter. Improviser la mise en place, donc ça je pense que vous l'avez compris, Thomas en a parlé, j'en ai parlé. Manager à distance comme en présentiel, ça aussi je vous l'ai dit. Il faut adapter son comportement, sa posture, je pense que c'est une histoire aussi de posture. Il faut faire attention aussi en tant que manager à ne pas dévaloriser le travail qui est fait à la maison par rapport au travail qui est fait au bureau. Et ça, c'est dans nos représentations, hein, dans nos représentations du télétravail, on peut facilement dériver et dénigrer, par exemple, dévaloriser le travail qui est fait. Donc ça, il faut véritablement faire attention à apporter la même attention et les mêmes signes de reconnaissance, j'ai envie de dire, au travail qui est fait à la maison et au travail qui est fait au bureau. Vous l'aurez compris, une erreur à éviter, c'est d'accepter le télétravail dans n'importe quelle condition, parce qu'on peut mettre nos collaborateurs dans des situations compliquées si on n'a pas évalué son autonomie, ses connaissances, ses savoirs, mais aussi la capacité à travailler chez lui dans un environnement qui soit adapté. Quand je dis environnement adapté, c'est pas forcément une pièce dédiée, mais en tout cas c'est un endroit approprié pour travailler. Et puis des questions aussi matérielles, techniques. Est-ce qu'il a un bon débit? Est-ce qu'il a un bon réseau? Est-ce que quand je l'appelle, en fait, je l'entends bien? Tout ça, c'est véritablement à aller regarder, à aller écouter. Et donc, il ne faut pas accepter le télétravail à n'importe quelle condition parce qu'on met le collaborateur en difficulté et on peut aussi dégrader la qualité du travail. Et puis, alors, je vais, faire la transition avec la deuxième partie de Thomas, il faut faire très attention aussi en termes de cybersécurité parce que, alors, on utilise énormément d'outils, on se connecte à distance, etc. Et ça peut comporter des risques informatiques pour l'entreprise. Donc, je laisse la parole à Thomas. Et je répondrai à vos questions, bien entendu, à la fin Oui, merci Carole. Alors, oui, on voulait effectivement aborder ce sujet, mais sans le détailler, parce que ça pourrait être effectivement un séminaire, une conférence à part entière. Bon, ce que vient de dire Carole, effectivement, c'est qu'en mettant en télétravail l'ensemble de vos équipes ou une partie, mécaniquement, le risque de cybercriminalité contre vos systèmes d'information va se démultiplier, bien entendu. Donc, ce qu'on voulait, c'était effectivement ce qui est important, on pense, dans ce sujet qu'on présente ce soir, c'est vrai que c'est d'avoir en tête ce risque qui est plus fort et effectivement, sensibiliser vos équipes et surtout vos collaborateurs qui sont en télétravail à ce risque qui effectivement grandit. En deux mots, aujourd'hui, il y a quatre principales cyberattaques qui ont été identifiées. Alors, le risque, c'est évidemment qu'il y ait en fait un cybercriminel qui s'introduise dans vos systèmes. Alors, les quatre risques, c'est 1, la destruction de données, évidemment. 2, c'est le vol de données. Et pour lequel on pourrait vous demander une rançon. Hein, ça arrive quand même maintenant de façon assez régulière. 3, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Alors ça, je ne connaissais pas trop. C'est en fait une intrusion dans vos systèmes où quelqu'un va se faire passer pour un membre de votre système d'information et va finalement user de cette fausse identité pour vous créer des difficultés. Et le 4e, c'est ce qu'on appelle la fraude au président. C'est où un cybercriminel va en fait se faire passer pour
pour le président de la société ou le dirigeant et va faire en sorte qu'une de vos comptables ou quelqu'un de votre organisation va faire des virements vers un compte que lui seul ne connaît. Ce que nous, on a déjà des fois rencontré chez des clients, effectivement, et qui peut se produire. Ça paraît un petit peu idiot, mais ça arrive également, c'est fraude au président. Et donc, ces quatre cyberattaques sont plus faciles, entre guillemets, quand tous vos salariés, finalement, se connectent de chez eux, de leur outil privé, sur votre système d'information. Donc, ce qu'il faut qu'on recommande aux dirigeants, et là je mets un peu ma casquette de commissaire aux comptes, c'est effectivement de faire un état des lieux de votre système d'information et d'essayer de bien mesurer en fait j'ai envie de dire la fragilité de votre système et sa capacité à contrer des intrusions dans ce système. Okay, donc on a imaginé, enfin voilà, on a réfléchi, il y a quelques questions qu'il faut se poser avant d'écrire une charte informatique et de se protéger et de mettre en œuvre une vraie protection de votre système. C'est évidemment d'abord des éléments concernant les connexions, puisque vos salariés, vos télétravailleurs vont se connecter via Internet sur votre système. Donc évidemment, il y a tout ce qui concerne les accès extérieurs à votre système d'information et les liens Internet. Il y a également la gestion des mots de passe. Puisque vos salariés, vos télétravailleurs vont être chez eux. Donc, effectivement, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas de l'entreprise, qui peuvent être également dans leur domicile, peut-être avoir des accès mots de passe, et donc avoir cette notion, cette conscience que vous avez des éléments professionnels dans un environnement privé. Il y a également tout ce qui concerne évidemment la mise à jour de vos sécurités, de vos systèmes de sécurité. Donc ça, c'est vraiment de votre côté, veiller à une mise à jour de vos systèmes de sécurité. Et puis après, il y a deux éléments qui sont importants. C'est évidemment, outre la préparation, la préparation anticipée à une cyberattaque, aussi prévoir l'après, si jamais ça vous arrive. Et notamment, il y a 3 points importants sur lesquels il faut se poser la question. C'est comment sauvegarder mes données. Donc en gros, si je me fais voler ou détruire des données, est-ce qu'elles sont déjà sauvegardées ailleurs? Deuxième question, la question de l'assurance. Est-ce que je suis assuré contre une cyberattaque et quelle est la police d'assurance qui concerne cette attaque? Est-ce que j'ai une assurance qui va couvrir les destructions de données? Est-ce que j'ai une assurance qui va couvrir des frais d'avocat de défense d'attaque dans une opération de ce type-là? Voilà, réfléchissez avec votre assureur, qu'est-ce que vous avez en termes de cybergarantie. Et le troisième, je ne sais plus lequel c'est, je ne sais plus, voilà, c'est pas grave. Donc il y a ces 2 éléments qui sont importants sur l'après, effectivement. Ah oui, mettre en place effectivement un plan de reprise d'activité, c'est le 3e point. C'est si jamais vous subissez une attaque, effectivement, et que voilà, vous projetez en disant voilà, si jamais j'ai une attaque qui a introduit sur une destruction de données et que je n'ai pas pu sauvegarder des données, comment je vais en fait engager un plan de reprise d'activité post-attaque. Okay. Donc, il y a ces éléments de réflexion et on peut effectivement, le fait de rédiger une charte informatique, ça peut permettre effectivement de réfléchir à tous ces objectifs et également aux conditions d'utilisation de vos systèmes d'information. Parce que cette charte informatique, elle peut être transmise aux salariés et donc ils peuvent prendre conscience dans cette charte des enjeux et également donc des devoirs qu'ils ont vis-à-vis de leur système d'information et comme quoi ils sont également responsables en étant finalement une porte d'entrée du système. Donc ça, je pense que c'est important aussi de rédiger une charte informatique dans le cas du télétravail. Voilà. Merci Thomas. Alors, on voulait, dans cette dernière partie sur la part de contenu autour du télétravail, vous faire part de certaines convictions, puisqu'on vit tous une période formidable et on se dit que pour arriver à effectivement manager des équipes qui sont à moitié en présentiel, à moitié à distance, il faut trouver de nouveaux leviers en fait, pour motiver un peu tout le monde. Et donc, chez The Shaker Company, on croit non pas à la motivation, mais à l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est quelque chose de beaucoup plus éphémère, puisque c'est une émotion, mais ça a le mérite d'être contagieux et ça permet surtout de mobiliser les énergies individuelles. Donc, on approche 19h, je ne vais pas vous faire un truc hyper « on pourrait prendre un pot, etc. » mais pourquoi pas. Je vais vous partager les 15 ingrédients que, voilà, depuis 20 ans que j'accompagne des projets plus ou moins complexes.
j'ai vraiment été amenée à utiliser pour générer de l'enthousiasme et mobiliser des équipes. Et je pense que ça s'applique vraiment de façon extrêmement pertinente aujourd'hui dans notre contexte, avec voilà, 4 leviers essentiels qui sont le sens, en fait. Et donc, comme levier, on a alors, bon, je ne vais pas tous les citer, mais je vais vous donner un exemple concret vécu par la suite. En tout cas, quand on arrive à faire rêver en entreprise, je peux vous dire que ça génère de l'enthousiasme. Donc, c'est pas donné à toutes les entreprises d'arriver à les faire rêver. C'est souvent le cas des startups. Ça se perd un peu en route, malheureusement. Mais en même temps, voilà, quand on a un rêve assez puissant, on peut le transmettre, y compris quand on est une grande entreprise. Je vais donner des exemples aussi sur la partie développement. C'est vrai qu'on peut là aussi créer de l'enthousiasme quand on développe les talents, on permet aux personnes de grandir et d'apprendre, quand on les responsabilise ou qu'on les rend plus autonomes. Après, il y a plein de leviers autour de la relation. Alors, il y a le jeu, il y a créer un effet de surprise, utiliser l'humour, faire de la co-construction à plusieurs. Et il y a un dernier levier qui est la gratification, où en fait, on va faire des cadeaux, remercier, reconnaître les efforts. Il y en a aussi un autre levier, c'est la fierté du résultat. Il y a plein d'entreprises comme par exemple les boîtes d'ingénieurs en automobile qui sont extrêmement enthousiastes à l'idée de construire une voiture. Ils sont extrêmement fiers de vous présenter la voiture qu'ils ont conçue. Voilà, donc ça, ce sont des vrais leviers. Et je voulais vous donner 2 exemples concrets vécus pendant le Covid, puisque j'ai accompagné malheureusement une entreprise dans le secteur événementiel, qui je pense est l'un des secteurs les plus touchés par la crise du Covid. Et l'idée, c'était de les accompagner à faire leur plan stratégique à 3 ans. Et donc, on a utilisé pas mal de leviers justement d'enthousiasme pour essayer de les relever et de les faire construire un nouveau rêve commun. Donc, c'est un travail que l'on a fait à moitié à distance avec des outils collaboratifs comme Bicast ou Trello. On les a fait travailler vraiment sur leur raison d'être, sur leur vision, sur leurs valeurs. Donc, les valeurs sont aussi un très beau levier d'enthousiasme parce que quand on se retrouve avec les mêmes valeurs que son dirigeant, ça peut être extrêmement enthousiasmant. Donc, c'est des choses qu'on a fait à distance, donc comme quoi c'est possible d'emporter et de construire une vision à distance. On a gardé le présentiel pour les moments difficiles parce que évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les dirigeants dans l'événementiel en pleine crise du Covid, il a fallu les ramasser à la petite cuillère et donc effectivement, on les a un peu coachés en présentiel durant cette période pour les aider à ne pas baisser les bras et à rester créatifs. Et c'est vrai que ça mérite, c'est un vrai exercice du cerveau de quitter le cerveau reptilien qui a peur et qui est terrifié à l'idée de traverser cette crise pour regagner le cerveau créatif qui va permettre de trouver des nouvelles idées. Et donc, on a quand même réussi à faire ce travail avec des nouveaux axes stratégiques à 3 ans, où ils se projettent à proposer des nouveaux services, des nouvelles offres avec un nouveau business model qui leur permettra de dégager du chiffre d'affaires qui est pas tout à fait leur métier de base, mais en même temps qui est assez en lien avec leur raison d'être. Un autre exemple que je voulais partager avec vous, c'est dans le secteur cosmétique, là aussi pendant le Covid, où la question qui m'a été posée, c'est que c'était un patron d'une business unit qui devait en fait embarquer 160 collaborateurs, puisque c'était un département R&D, pendant une demi-journée à partager l'ensemble des feuilles de route de tous les projets de la direction. Et en fait, il est vrai que quand on est à distance, comme on est là, arriver à captiver une audience pendant 4 heures, c'est assez difficile. Surtout qu'on ne voit pas les réactions des gens. On peut perdre, on peut faire d'autres choses parce qu'on a coupé sa caméra, donc on peut regarder ses mails, on peut faire plein d'autres trucs en parallèle. Donc, pour arriver à captiver son auditoire, il faut raconter une histoire.
Et il faut raconter une histoire, il faut surprendre. Donc, c'est ce que j'ai fait en scénarisant, en utilisant l'univers Star Wars, par exemple, et où j'ai demandé au patron s'il acceptait d'être grimé en ce petit personnage vert, là, j'en perds le nom. Maître Yoda, voilà. Donc, il a été le Maître Yoda. Il m'a dit, mais on va m'appeler Maître Yoda jusqu'à ma retraite. Je lui ai dit, bah, c'est un risque à prendre, mais il a relevé le challenge et du coup, tous les chefs de projet ont été un personnage et ils ont raconté leur feuille de route sous la forme d'une saga avec le personnage qu'ils portaient. Donc, certaines femmes étaient barbues. Enfin, voilà, il y a eu cet aspect, on a utilisé ce côté ludique, ce côté humoristique, le côté effet de surprise, puisque à chaque slide, ils attendaient qu'il se passe un truc. On a utilisé aussi des outils d'intelligence artificielle, où en fait, ça a permis de faire de l'interactivité en temps réel avec les participants et de construire de brainstormer en temps réel avec eux. Et on a utilisé aussi l'ingrédient de la gratification, puisqu'à un moment donné, on a brainstormé sur un nom de programme et le gagnant a gagné le petit bonhomme que vous voyez de Star Wars. Voilà par exemple comment on peut animer à distance en générant de l'enthousiasme. Je peux vous dire que les 160 participants n'en ont pas perdu une miette pendant les 4 heures, donc ça marche. Et pour finir, je voulais partager aussi quelques bonnes pratiques pour développer le sentiment d'appartenance, parce que c'est vrai que quand on est à distance, et je pense qu'on n'en a pas encore conscience, mais je pense que dans les mois qui viennent, plus les gens vont travailler à distance, plus le sentiment d'appartenir à une boîte va s'estomper. Et donc, je pense qu'il est vraiment important que les chefs d'entreprise réfléchissent à comment retenir leurs talents dans un univers qui est de plus en plus compétitif, y compris pour les talents. Et donc, c'est important de travailler le sens et ce qui fait l'unicité de l'entreprise pour donner envie aux salariés d'y rester. Donc, il y a plein de choses nouvelles qui existent maintenant. Il y a le concept d'entreprise à mission qui permet aux entreprises de définir quel est l'impact sociétal qu'elles veulent avoir. Donc ça, c'est vrai que pour les jeunes générations, c'est des choses importantes. Ça peut être un travail sur les valeurs, sur la raison d'être. Ça peut être aussi travailler sur les comportements de l'équipe dirigeante pour justement garder l'enthousiasme des équipes. Ça peut être tester des nouveaux modèles aussi pour responsabiliser les collaborateurs, comme l'agilité, l'holacratie, la sociocratie. Et surtout, c'est vraiment un moment où la communication interne est fondamentale. Plus on la rendra ludique, mieux ce sera, parce que effectivement, ça permettra de garder le lien et rire à plusieurs, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, c'est des bonnes pratiques qui peuvent marcher dans les mois qui viennent, de mon expérience en tout cas. Voilà, pour conclure, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est voilà, on vous a partagé 3 bonnes pratiques pour réussir la mise en place du télétravail, quelques erreurs à ne pas commettre, le cadre juridique pour implémenter le télétravail, les ingrédients de l'enthousiasme pour créer cette cohésion sociale dont je parlais, quelques exemples concrets pour créer cet enthousiasme. On vous a cité quelques noms de pratiques managériales innovantes. Si vous voulez aller plus loin, je vous suggère la très bonne lecture de Frédéric Laloux sur Reinventing Organization, qui est vraiment très inspirante. Et sinon, voilà, je voulais vous donner rendez-vous sur le thème de la résilience le 27 octobre. On donne un autre webinaire sur ce sujet-là. Mais je vais vous proposer maintenant peut-être qu'on prenne certaines questions. Donc, n'hésitez pas, on va prendre un temps maintenant pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser par chat. Il y a Grégoire qui nous a parlé dans le chat des méthodes de management de projet qui sont très adaptées au télétravail. Je ne sais pas s'il veut nous en dire un peu plus. C'est une question?
C'était pas une question. Il nous disait que c'était des méthodes très adaptées quant au fait d'axer sur l'important, d'axer sur les attentes livrables, enfin, de bien planifier, d'assigner des tâches, de se concentrer, pour se concentrer sur l'important pour générer plus d'engagement. J'espère bien retranscrire. Oui, c'est ce qu'on disait dans la partie gérer le temps et la charge, en fait. Hein. Oui, c'est extrêmement important dans la communication de faire en sorte que on soit très clair sur les attendus, sur les rôles, sur les livrables. Encore plus quand on n'est pas ensemble au quotidien. Oui, je partage. Là, on a une question, là, ça y est, qui vient de rentrer. Est-ce réaliste un séminaire d'entreprise de 2 jours en télétravail pour 50 collaborateurs? Bien sûr, c'est possible. C'est possible. Ce qui est important, je pense, c'est que c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que moi, je suis convaincue qu'on peut créer du lien avec des gens qu'on ne connaît pas à distance. Ceux qui disent que c'est pas possible, c'est un faux problème. Je pense qu'on est tous des êtres humains, que le fait d'arriver à se parler à distance avec des caméras, en fait, ce qui est important, c'est la profondeur avec laquelle on le fait et c'est la façon avec laquelle on le fait. Donc c'est possible de faire un séminaire sur 2 jours pour que ça tienne et que ce ne soit pas lourdingue et que c'est vraiment sur la façon dont on va animer les 2 jours pour qu'ils soient captivants et qu'il y ait de la vie, en fait. Qu'il y ait de la vie et de la surprise permanente. Donc, c'est possible. Oui, quelquefois, si je peux rajouter quelque chose, Karine, quelquefois, c'est plus facile aussi de se rencontrer quand on n'est pas en face à face. Et d'aller dans la profondeur, comme disait Karine, parce qu'en fait, on a l'écran qui est interposé. On peut imaginer que c'est une forme de sécurité et qu'on prend moins de risques. Enfin, on a déjà animé des séminaires, alors c'était pas 2 jours, c'était une journée pleine, mais vraiment une journée pleine où on est descendu en profondeur. Les gens n'ont pas vu le temps passer. Hein, donc, encore une fois, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Si c'est pour apporter des choses intéressantes où les gens ressortent grandis de l'exercice, je pense que normalement, ça se passe bien. Si c'est pour échanger des banalités, des choses très rébarbatives, effectivement, c'est un enfer 2 jours à distance. On est d'accord. Ok. Il y avait une question tout à l'heure dans le flux. Comment on fait du télétravail quand on a ses enfants à la maison? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais je pense que c'est important de se dire, voilà, on a vécu une situation de télétravail un peu subie. On a tous expérimenté le télétravail à partir du mois de mars parce qu'il fallait maintenir une activité et l'activité de nos entreprises. Donc là, effectivement, on s'est retrouvés dans des situations où on était avec son conjoint à travailler sur la table du salon, les enfants qui ne sont pas à l'école, etc. Donc ça, effectivement, on l'a vécu. Mais je pense qu'il faut véritablement scinder les choses entre ce qui a été mis en place de manière, on va dire, subie et non intellectualisée pendant le confinement et ce qu'on peut faire du télétravail à terme. Hein. Et effectivement, faire du télétravail à terme. Alors là, moi, je vais vous donner un avis qui est complètement personnel, c'est que je ne crois pas au 100% de travail à distance. C'est-à-dire où je passe toutes mes journées, en tout cas dans les entreprises classiques qu'on rencontre tous les jours. Et faire du travail à distance, c'est aussi vérifier, comme on disait tout à l'heure, que mon collaborateur peut travailler dans de bonnes conditions à la maison. Et effectivement, s'il a ses enfants, c'est pas du télétravail pour moi, en fait. Voilà. Donc, et c'est important de pouvoir de poser les choses pour expliquer
qu'est-ce que c'est le télétravail et qu'est-ce que c'est pas. Qu'est-ce qu'on attend aussi comme comportement chez nos collaborateurs. Et voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut peut-être on tienne compte de ce qui s'est passé pendant le confinement, mais qu'on se dise, la mise en place d'un télétravail régulier et pérenne dans mon entreprise, ça ne doit pas ressembler à ce qu'on a vécu pendant le confinement. Est-ce que ça veut dire, bon voilà, tu as le droit à 1 jour ou 2 jours de télétravail par semaine, tu as des enfants en bas âge, donc pas le mercredi? Oui, Parce que je sais que tu ne seras pas opérationnel. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, on parlait de la préparation, c'est vraiment, alors la préparation, la négociation, on l'appelle comme on veut, mais je pense que c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que sinon, c'est un risque et je pense que personne s'y retrouve. Comme on le disait tout à l'heure, l'entreprise ne va pas s'y retrouver parce que la qualité, la performance va être dégradée. Et le collaborateur non plus, parce que je ne vois pas l'intérêt enfin, comment on se concentre sur son travail, ou comment est-ce qu'on répond au téléphone, ou comment est-ce qu'on interagit par des visioconférences comme ça avec ses collègues. Quand on a des enfants, c'est pas possible. Donc certaines entreprises, certains accords excluent le mercredi comme étant une journée de télétravail. Pas toutes les entreprises, mais certaines. Et banalisent aussi dans la semaine un jour où on ne peut pas télétravailler parce que c'est le jour où toute l'équipe est présente. Voilà. Alors, bien entendu, ça, c'est à regarder et à adapter par rapport à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité. Enfin, voilà, ce n'est pas une règle universelle. Ok. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui. Ok. Bon. Karine? Ok. Ben, comment? Il nous reste à remercier les participants, les animateurs. Merci beaucoup à tous pour votre présence et puis au plaisir de vous reparler. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir.